Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel entretien essentiel. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir une nouvelle fois François Asselineau, le président de l'UPR. Bonjour François Asselineau. Bonjour. Et merci de venir pour cet entretien essentiel. On va prendre le temps de couvrir divers sujets de la politique intérieure, la politique extérieure, l'impact sur les Français. Mais ce qui m'importait aujourd'hui, la raison pour laquelle je voulais vous recevoir, c'est parce que dans les derniers mois, suite, on va dire, aux élections présidentielles et aux élections parlementaires, vous avez vu très présent sur les réseaux sociaux, vous avez votre voix à porter. On a l'impression que vous avez fait beaucoup de travail, que vous avez travaillé. On se demande parfois si les hommes politiques travaillent, et peut-être ce qui m'importe, c'est de comprendre la démarche que vous avez, comment vous arrivez à prendre certaines positions que vos confrères ne prennent pas. Je pense que c'est important que les lecteurs de François et les auditeurs puissent eux-mêmes se faire leur idée, puisque sur les médias mainstream, sur les médias, ce qu'on appelle aujourd'hui suiveurs de tendance, on ne va pas jusqu'au bout. Et ce que j'aimerais qu'on fasse, c'est aujourd'hui qu'on aille jusqu'au bout de certains de ces sujets et de comprendre comment vous arrivez à prendre ces positions courageuses, parfois téméraires, qui sont critiquées, et donc de vous donner la parole. François Asselineau. Merci pour ce point d'introduction. Oui, je pense que vous avez raison. Je pense qu'un des aspects vraiment fondamentaux, c'est le travail, et un travail sans œillères. Ça n'est pas facile d'être contre la tendance générale. Il y a un instinct chez tout être humain, qui est l'instinct grégaire. Grec, ça veut dire le troupeau en latin, c'est-à-dire dire la même chose que les autres. C'est assez confortable. Se prétendre courageux quand on dit la même chose que tout le monde, ça, tout le monde peut être courageux. En revanche, on sait que dans une population donnée, il y a une espèce de distribution stochastique, comme ça, il y a 5-10% de rebelles. Ça se voit dans les troupeaux de moutons, d'ailleurs, il y a toujours la brebis égarée. Il y a aussi, dans une population humaine, des gens qui disent non. Des gens qui remettent en cause ce qu'on leur apprend, qui veulent comprendre par eux-mêmes. D'ailleurs, on a bien dit de Gaulle que c'était l'homme qui a dit non. De Gaulle, c'était quoi, en fait? Il n'est pas le seul dans l'histoire de France, mais enfin, on pense souvent à lui. C'est quand même quelqu'un qui, dans le consensus général de l'effondrement de la France en 1940, il a dit non. Il a dit non, c'est pas possible. Et dans la scène politique française, dans le monde des médias tel que je le connais, c'est excessivement rare. C'est excessivement rare. Les gens ne veulent pas savoir. Vous savez, il y avait, je crois, un professeur au Collège de France qui avait fait justement un cours sur ce sujet, la volonté de ne pas savoir. Parce que la vérité parfois fait peur, elle remet en cause des idées reçues. Alors il y a des gens devant une vérité qui fait peur et qui l'esquivent, et puis il y en a d'autres qui, au contraire, ça les intéresse, ils vont creuser le sujet. C'est un peu comme ça que je suis entré en politique. Vous savez, moi, je n'avais jamais envisagé de faire de la politique. Moi, ce que je rêvais de faire après mon service national, c'était de préparer l'ENA pour sortir au Quai d'Orsay, pour ensuite devenir, mon rêve, c'était de devenir un jour ambassadeur de France au Japon. Voilà, moi, je suis intéressé par les questions internationales depuis que je suis enfant, en fait. Et si progressivement j'ai donné une évolution différente à ma vie, à ma carrière, c'est parce que je suis arrivé dans la haute administration en sortant de l'ENA, puis dans des cabinets ministériels, et puis je me suis dit qu'il y avait des choses qui n'allaient pas. C'est-à-dire que le narratif, déjà, ce qu'on racontait ne correspondait pas à la vérité. Et ça, il y a des gens qui préfèrent mettre ça sous le tapis, moi non. Donc j'ai voulu creuser le sujet, et c'est là où je me suis rendu compte qu'il fallait remettre en cause des éléments fondamentaux. Voilà. Quiconque veut comprendre la situation aujourd'hui ne peut pas, en conscience, ne peut pas se poser la question de notre appartenance à l'Union européenne, à l'euro et à l'OTAN. Voilà, c'est ce que j'ai découvert il y a maintenant une vingtaine d'années. Ça m'a mené à créer l'UPR il y a 15 ans. Bien sûr, j'ai été critiqué, diffamé, brocardé, censuré, etc., etc. Mais je suis toujours là, parce qu'il y a je crois que c'est un dicton qui dit que l'atout essentiel de la vérité, c'est qu'elle dure. Voilà. Les autres, quand on vous impose des mensonges, il faut les faire constamment verrouiller les médias, constamment mettre dans la tête des... C'est un effort constant, donc. C'est un effort constant de mentir. Alors que la vérité, elle s'impose tout naturellement. Vous savez, ces dictons aussi qui disent, pendant que le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier. La vérité, elle met plus de temps à apparaître, mais elle s'impose inéluctablement parce que les gens sont ensuite confrontés à la réalité.
Voilà. Quand j'ai créé l'UPR il y a 15 ans, quand j'ai dit qu'on fallait sortir de l'Union européenne, honnêtement, les gens, même mon entourage proche, même ma famille, regardaient avec des yeux ronds. Pour les Français, c'était tout simplement impossible, complètement irresponsable, puisque on nous disait impossible parce que c'était le sens de l'histoire, et irresponsable parce que l'Europe c'est la paix et l'Europe c'est la prospérité. Or, ces trois narratifs-là se sont effondrés, s'effondrent en ce moment sous nos yeux. Le caractère, comment dirais-je, le sens de l'histoire, le caractère fatal, si j'ose dire, de la construction européenne, eh bien, il a été remis en cause justement par la sortie du Royaume-Uni, par le Brexit. Donc, à partir du moment où il y a eu le Brexit, l'idée qu'il y ait une espèce de loi de l'histoire qui voudrait qu'on aille vers la construction européenne, cette idée a été démentie par les faits. L'idée que l'Europe c'est la paix, elle est démentie sous nos yeux par les faits, puisque contrairement à ce qu'on a mis dans la tête des gens, l'Europe nous entraîne vers la guerre, et de plus en plus, et on y reviendra peut-être sur ce conflit dramatique avec la Russie, qui va bien au-delà d'ailleurs d'un conflit avec la Russie, et puis la prospérité, là aussi, c'est sous nos yeux, tout ceci s'effondre. Donc les gens commencent à se rendre compte, il y a un grand malaise dans la société française, dont effectivement nous profitons, si j'ose dire, c'est que mes vidéos, je suis toujours censuré sur les grands médias, mais sur Internet, je fais des vidéos qui maintenant ont beaucoup plus de succès encore qu'avant. On fait la moindre de mes vidéos maintenant, on fait 300 000, 400 000 vues. C'est incroyable quand on compare aux autres responsables politiques, qui d'ailleurs ne font pas de vidéos. Ils vivent dans un monde qui est en train de s'étioler, d'être le monde des médias mainstream, où ils ne disent d'ailleurs rien d'intéressant. Et les choses les plus intéressantes se déroulent ailleurs, se déroulent chez vous, se déroulent sur un certain nombre de chez VA+, sur TV Liberté, sur upr.fr, sur notre site, c'est-à-dire tous ces médias alternatifs qui donnent la parole sans avoir peur de donner la parole à quelqu'un qui va prendre à rebrousse-poil le narratif. Et donc au total, pour terminer mon propos introductif, c'est que je pense qu'il y a cette idée. Je crois que c'est vraiment très important la question de la peur. Voilà. Moi, je suis comme je suis. J'ai pas peur. Je suis pas quelqu'un qui a peur. Je me bats pour la vérité, pour ce que je crois juste, pour ce que je crois bien. Il y a quelque chose dans ma vie il y a 2-3 choses dont j'ai horreur. La première chose, c'est de profiter de la faiblesse de quelqu'un, faiblesse physique, faiblesse intellectuelle, etc., pour profiter de cette personne. Voilà. Pour moi, ce que fait Macron, par exemple, pour le citer, avec ses manipulations de l'opinion publique, pour moi, c'est vraiment abject. C'est-à-dire profiter du manque de discernement de gens qui sont pas forcément très éduqués, ou de gens très âgés, ou de gens qui ne comprennent pas les manipulations médiatiques. Profiter de ça pour qu'ils votent pour vous, pour ensuite avoir des politiques qui leur sont extrêmement nuisibles, pour moi, c'est un crime contre l'esprit. Voilà. Donc ça, j'ai toujours eu horreur de ça, le fait de profiter de la faiblesse de quelqu'un. Et puis, la deuxième chose aussi, c'est que j'ai toujours refusé l'intimidation. Voilà, les gens qui vous intimident, qui vous laissent planer une espèce de menace latente. Et moi, ce que j'ai vu dans la haute administration, c'est qu'il y a quand même cette menace latente qui est bien perçue, et je pense qu'elle est également perçue dans les grands médias. Si vous êtes un jeune haut fonctionnaire, vous savez instinctivement, hein, c'est comme la censure dans les médias. Il ne faut pas croire que la censure, c'est quelqu'un qui dit tous les jours, vous allez censurer. Non, elle est auto-générée par une espèce de réflexe de survie de gens qui ont peur, qui ont compris qu'il y a des choses qu'on a le droit de dire et des choses que l'on n'a pas le droit de dire. Ça, c'est très important. Eh bien, justement, on va parler des choses qu'on n'a pas le droit de dire. Donc, on a un François Asselineau qui a décidé de ne pas rester à sa place, de pas suivre le troupeau, de parler. Tout ça, c'est fondé sur du travail. Donc, revenons un petit peu certains sujets donc de politique intérieure. Aujourd'hui, on a vu, par exemple, le gouvernement dire qu'il fallait baisser la température. Et il y a un dialogue un peu infantilisant pour expliquer aux gens soit comment baisser la température, comment faire, qu'on voit dans les médias. Quand on prend ce temps médiatique, qu'est-ce qu'on ne dit pas aux Français? Quels sont les vrais sujets dont on ne parle pas aujourd'hui? Les vrais sujets sur cette question, puisque c'est là qui est très précise,
D'abord, je suis désolé de le dire, mais sur ces questions climatiques, si j'ai bien compris, il est faux de dire que tout le monde que tous les scientifiques sont d'accord sur les événements en cours. Voilà. Malgré le rapport du GIEC oui, et tous les... Mais dans le rapport du GIEC, il paraît qu'il y a beaucoup quand même de conflits d'intérêts. Moi, je vois aussi qu'à contrario, il y a plus de 1000 ou 1100 scientifiques qui ont pris le contre-pied. Moi, je ne suis pas scientifique. Ce que je sais, c'est qu'il y a des éléments... Bon, probablement que l'augmentation de la température est probablement exacte. Quoique, à l'âge que j'ai, je me rappelle... Ça s'appelle aujourd'hui le dérèglement climatique. Voilà, c'est le dérèglement climatique. Plus réchauffement. Moi, je sais que quand j'étais petit, je me rappelle d'avoir eu des périodes de canicule à Paris. Quand j'étais, je sais pas, dans les 7-8 ans, il faisait tellement chaud que on travaillait l'après-midi à l'école. Il fallait fermer, on tirait les stores, on nous apportait de l'eau, etc., parce qu'il faisait extrêmement chaud. Et il n'y avait pas la climatisation. Il n'y avait pas la climatisation. Je me rappelle, j'avais une pauvre grand-mère, elle venait du nord-est de la France, elle vivait dans le centre de la France. Tous les mois de juillet, tous les mois d'août, elle était rouge comme ça parce qu'elle avait très très chaud et elle étouffait. Alors, il y a eu par ailleurs 1969, mais il y a eu aussi des grandes chaleurs en 1905, etc. Bon, il paraît que ça s'est accéléré. C'est possible, je n'en sais rien. Admettons-le. Mais par exemple, quand je vois, il y a des gens qui disent qu'on a eu un été extraordinaire. Non, je suis désolé. L'été, là, on a eu 2-3 périodes très chaudes, mais bon, je sais pas. Moi, j'en ai connu bien d'autres. Et on a vu sur les médias, on va dire, à la télévision, les cartes bardées de rouge. Alors qu'il y a 30 ans, elles n'étaient les mêmes températures. Donc, il y a quelque chose derrière. Et puis la deuxième chose qui est importante, c'est est-ce que l'on est sûr que si réchauffement il y a, est-ce que l'on est vraiment sûr et certain qu'il est d'origine anthropique? Alors j'ai lu des choses dans tous les sens. Il y a des gens qui vous assurent que c'est d'origine anthropique, d'autres qui vous disent mais pas du tout. Le CO2 c'est tout petit la pourcentage de CO2 dans l'atmosphère. C'est la vapeur d'eau qui est le premier gaz à effet de serre qui représente 65%. Donc on est dans un mais j'ai parlé avec des gens, des polytechniciens, des spécialistes qui m'ont dit tout ça c'est absolument faux. Bon, alors moi je me suis vu comme un béotien. Ce que je me dis, c'est qu'il y a quelque chose quand même qui ne me plaît pas dans cette histoire. C'est justement ce que je disais tout à l'heure en préambule, c'est la menace. C'est que si on dit ce que je dis là, aussitôt vous commencez, les gens se reculent de vous, c'est-à-dire vous n'êtes pas dans le narratif. Alors je suis désolé, c'est quand même très grave parce que c'est possible que ce soit en effet l'augmentation du CO2, mais c'est possible que ce ne soit pas le cas. Je vois qu'on nous dit, regardez, les sécheresses, on voit réapparaître en Espagne, des cités qui avaient disparu. Mais si je raisonne bien, ça veut dire qu'il y a eu un temps dans l'histoire de la Terre où il y avait ces cités qui étaient là. Le Groenland, ça veut dire la Terre verte. Greenland, il n'y avait pas de... Ils étaient au XIe siècle. Donc, ça veut dire qu'il y a eu des périodes dans l'histoire de la Terre où on a eu plus de chaleur, en fait. Et on ne va pas me dire qu'il y avait plus de CO2 produit. Par ailleurs, j'ai vu aussi, alors c'est paraît-il contesté, parce qu'à chaque fois vous avez bien entendu, vous avez les débunkers qui, quoi que toute information scientifique qui apparaît et qui contredit le narratif est immédiatement débunkée. Donc moi j'ai lu que le réchauffement sur la planète Mars serait 2 ou 3 fois plus rapide que sur la planète Terre. Il y a eu une fonte des calottes, alors j'ai vu des débunkers qui ont dit « mais non, c'est tout à fait normal, c'est pas... » J'en sais rien. Ce que je trouve assez louche, c'est qu'il y a des gens qui soient aussi assurés que cela. Et je le trouve d'autant plus louche que les conséquences sont quand même considérables. Parce que c'est un business qui se chiffre en centaines de milliards de dollars. C'est de ça qu'il s'agit. Et avec des choses quand même, je suis désolé de le dire, je revenais de Bretagne il y a quelques semaines, je traversais le centre de la Bretagne en arrivant vers Pontivy, et à un moment où vous voyez un paysage, vous tournez la tête à 360 degrés, il n'y a plus que des éoliennes. Enfin, c'est quand même délirant. C'est quand même délirant quand on voit également le rendement des éoliennes. Hein. Il paraît qu'il y a des éoliennes qui vont être construites du côté du Touquet, là, dans la mer, une 60aine d'éoliennes. Et il paraît que le rendement de tout ça, c'est entre 2 et 3% de la seule centrale de Fessenheim qui a été fermée par fait du prince. Donc, parlons à des ingénieurs, est-ce que c'est vraiment vrai qu'il faut saccager le patrimoine géographique, les paysages, etc., par ces éoliennes?
dont on ne sait pas comment on s'en débarrassera, qui nécessite d'ailleurs de couler du béton par dizaines de mètres cubes. Comment se fabrique le béton? Ça nécessite beaucoup d'énergie, ça pollue les sols, il faut des terres rares qu'on va trouver en Chine. Il y a 91% des terres rares se situent en Chine. Donc c'est pas le moment de se fâcher avec la Chine. C'est pas le moment d'aller titiller sur Taïwan. Si on veut être logique, si on veut avoir une politique logique, c'est-à-dire il faut s'assurer l'approvisionnement en terrain. Moi, ce que je trouve là-dedans, c'est qu'il n'y a pas de débat profond. On a le sentiment qu'on n'est pas allé jusqu'au bout dans cette histoire. Et moi, je suis raisonnablement sceptique sur cette affaire. On a une approche donc éventuellement d'avoir un pass énergétique. On a eu un pass vaccinal, donc on voit bien certains outils utilisés par le gouvernement. Donc entre incitation et frapper sur la main, une forme de taxation. Donc on a une gouvernance des valeurs qui semble sur une chaîne de valeurs qui semble incomplète, puisque on met des éoliennes en se posant pas le coût complet de du démantèlement de la construction jusqu'au démantèlement, alors que la loi du pollueur-payeur fait en sorte qu'on doit reprendre tous ces éléments en considération, puisque le pollueur doit à la fin démanteler ces sites-là. Aujourd'hui, on a le sentiment que le processus éducatif qu'on avait mis en place au début du siècle dernier, même avant, avec l'école pour tous, l'éducation qui était un moyen de se former, de se garantir contre la pauvreté, contre certains risques, on a l'impression qu'on est passé à moins d'incitation et beaucoup plus de ce qu'on pourrait appeler taxation ou de frapper sur la main. On ressent ça dans les médias puisqu'on infantilise ce débat. Aujourd'hui, donc, la position que vous prenez sur le risque climatique, énergétique, et vous posez des questions à ce sujet-là, ces questions ne sont pas acceptées, on va dire, par les médias mainstream. Mais est-ce qu'il y a d'autres sujets, d'autres préoccupations que les Français ont de cet acabit sur lesquels vous pensez que le débat n'existe pas et l'information qu'on donne et on va dire partisane? Il y en a beaucoup. Pour répondre déjà à ce que vous venez de dire, que je partage totalement, moi je me souviens de ce qu'était la France des années quand j'étais petit ou quand j'étais écolier, lycéen, puis étudiant dans les années 70 du XXe siècle. L'éducation qu'on appelait auparavant l'instruction publique, elle visait quand même c'était la grandeur de la République, elle visait à émanciper les gens, à leur donner des éléments de réflexion qui permettaient de ne jamais accepter quoi que ce soit sans le remettre au crible de la raison. C'est la pensée. On diminue la soumission, on va dire. De Descartes. Donc, c'était vraiment ce qu'on faisait en philosophie, c'était justement ça. Mais aussi en français, quand on apprenait à faire une dissertation, il fallait présenter de façon logique les arguments. Lorsque l'on apprenait l'histoire, il fallait connaître la chronologie des événements. On a l'impression que depuis un certain nombre d'années, tout ce qui entraîne le cerveau à bien raisonner de façon logique et rationnelle a été sciemment démantelé. Eh ben, vous prenez un livre d'histoire, un manuel d'histoire pour des enfants, il n'y a plus de chronologie. C'est comme si vous preniez un roman, et puis que les chapitres avaient été mélangés complètement. Vous avez le chapitre 27, puis le chapitre 3, puis le chapitre 12, puis le chapitre 1, puis le chapitre 45. Enfin, ça devient... Donc on n'a plus de chronologie, on a parlé de thématique. Voilà, exactement. Ça a été thématisé. Je suis désolé, avec des enfants de 9-10 ans, on ne fait pas, avec des enfants de 9-10 ans, un cours comme à des thésards qui ont 25 ans, qui sont en doctorat d'histoire. Voilà. Parce que il faut qu'il y ait les bases, acquérir les bases. Les bases, c'est le raisonnement. Moi, je sais, j'ai donné des cours dans une fac, il y a une quinzaine d'années. C'était des cours, justement, sur les grandes civilisations du monde. Bon. Et, j'avais des étudiants qui aimaient beaucoup ceci. Ce que j'ai pu noter quand je corrigeais les copies, je leur faisais un contrôle final, c'est que il y avait des étudiants, beaucoup, qui avaient un savoir peut-être supérieur à ce que moi j'avais quand j'étais étudiant, parce que il y a Internet, parce ça permet d'avoir des quantités d'informations instantanées, une espèce de société du zapping. Donc je pense que les jeunes générations d'aujourd'hui peut-être connaissent plus de faits, d'événements, de références, de données que peut-être nous on avait. Mais ce que j'avais tout à fait remarqué aussi, c'est l'incapacité de bâtir un raisonnement. C'est-à-dire, c'est un peu, voilà, des Zizi, moi je vous donne tout ce que je sais,
mais sans qu'il y ait une relation de cause à effet. Et ça, je pense que ça joue pour beaucoup dans les phénomènes que nous vivons, en matière politique, par exemple. C'est que, si vous regardez bien tout ce qui se passe, il y a des problèmes, mais c'est comme si c'était des données, comme si on n'y pouvait rien. Et donc, il faut régler tel problème. Mais il faudrait déjà se poser la question du pourquoi. Hein, j'ai souvent repris cet exemple. Moi, j'ai l'impression d'être parfois un médecin qui voit un malade. Ben, un bon médecin, c'est pas quelqu'un qui vous reçoit entre deux portes pour se faire simplement le prix de la consultation en 3 minutes et puis qui vous prescrit de l'aspirine. Non, un bon médecin, d'ailleurs, il vous prescrit plus d'aspirine parce que maintenant c'est du Doliprane, parce que paraît-il que l'aspirine c'est très mal. Mais un bon médecin, c'est quelqu'un qui va faire des examens approfondis si ça le justifie. Donc, moi, je vois que, par exemple, pour les élections, l'élection présidentielle ou les élections législatives, on demande aux responsables politiques quel est leur programme. Mais avant de leur demander leur programme, c'est d'abord pourquoi est-ce qu'on en est là? Parce que les programmes, ils disent tous des programmes qui sont inapplicables puisqu'on est dans le cadre de l'Union européenne qu'aucun ne veut remettre en cause, sauf moi, quand je me suis présenté en 2017, j'étais le seul à proposer la sortie de l'Union européenne. Et ça n'a pas été forcément bien perçu par les électeurs parce que pour eux, c'était une proposition parmi d'autres. Ils n'avaient pas compris que dans la chaîne des causalités, il y a des causalités qui viennent avant les autres. Voilà. C'est-à-dire que on a des gens qui viennent avec chacun à son programme. Et quand vous vous intéressez pas beaucoup à la politique, bah finalement vous savez plus très bien quoi choisir entre tout ça. On reparlera de l'Europe sur vraiment les choses intérieures quand même. Aujourd'hui, on a un dialogue sur le pouvoir d'achat. On a un véritable. Les Français ont un problème. Il y a l'augmentation du prix de l'énergie de par les sanctions qu'on a imposées sur la Russie. On a 74% des Français qui aujourd'hui semblent s'opposer à ces sanctions, ou du moins n'en voient pas l'aboutissement. On envoie l'Union européenne envoie des armes en Ukraine sans qu'une quelconque vote ait été fait au Parlement. Donc il y a une forme de déliquescence des décisions politiques. On a mis l'Assemblée nationale de côté, le Sénat aussi. Le Français moyen comme moi, que doit-il penser, on va dire, où va-t-on? Oui, c'est une illustration de ce que je disais à l'instant. Il y a un prix le prix de l'énergie augmente. Réponse, on va faire un bouclier tarifaire. Mais c'est avant de faire le bouclier tarifaire. D'ailleurs, il faudrait savoir combien ça va coûter et qui va payer. Mais avant de faire ça, c'est d'où vient cette augmentation de l'énergie? D'où vient l'augmentation également de l'inflation? Ça sort d'où l'augmentation de l'inflation? Pourquoi brutalement on a poussé l'inflation? Et c'est là où on se heurte au fait qu'il ne faut pas aller. D'abord parce que c'est du travail, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Parce que pour comprendre d'où vient l'inflation, il faut un peu travailler. Pour comprendre d'où vient l'augmentation des prix des hydrocarbures, il faut un petit peu travailler. Et surtout, ensuite, on se heurte très vite à des tabous. Parce qu'il y a des choses qu'on n'a pas le droit de dire. Voilà. Si vous commencez à dire que l'inflation, elle vient du fait qu'il y a eu de la création monétaire parce que il y a une divergence entre l'endettement des pays du nord de l'Europe et des pays du sud, si vous commencez à dire que la France et l'Italie ont une dette qui n'est pas soutenable, que lorsque Macron fait 500 milliards d'euros de dette supplémentaire pour le confinement, le problème c'est que les marchés financiers exigent d'une rémunération des taux de l'Italie ou de la France supérieurs à ceux de l'Allemagne, ce qui met en doute fondamentalement le principe d'une monnaie dite unique, qui d'ailleurs n'est pas une monnaie unique, parce que là aussi, personne n'est au courant. Enfin, moi, je prêche dans le désert depuis des années. Nous n'avons pas une monnaie unique. Ça n'est pas vrai. On a donc affaire à des responsables politiques et économiques qui ne savent pas de quoi ils parlent. Nous avons une monnaie commune. Chaque monnaie est une créance sur les banques centrales nationales respectives. Les Allemands ont refusé d'avoir une monnaie qui serait unique, c'est-à-dire on aurait supprimé toutes les banques centrales nationales. Il y aurait eu seulement la BCE, et donc toutes les monnaies, tous les euros circulant dans la zone euro, eussent été une créance sur la Banque centrale européenne. Là, pour le coup, on aurait eu une mutualisation des dettes. Ça veut dire que lorsque les Italiens ou les Français émettaient des obligations, faisaient de la dette, à ce moment-là, l'ensemble des pays de la zone euro eussent été co-responsables des dettes émises et de leur utilisation. Bien entendu, ça mérite de le rappeler en tout cas,
ni les Allemands, ni les Luxembourgeois, ni les Néerlandais, ni les Finlandais, ni un certain nombre de peuples du nord de l'Europe, n'ont voulu de ça. Parce qu'ils se méfient encore plus maintenant d'ailleurs, des pays qu'ils appellent les pays du Club Med, de façon un peu méprisante, c'est-à-dire les pays, Club Med, ça fait des gens pas très sérieux. Bon. Et donc, les Allemands ont imposé le maintien des banques centrales nationales. Ça veut dire que toutes les monnaies nationales continuent d'exister, même si les Français ne le savent pas, parce que toutes les monnaies ont le même nom, et elles s'échangent au taux de 1 pour 1 entre les monnaies. Alors, ce qui se passe, c'est que, comme nous n'avons pas la même gestion que les Allemands, parce que nous avons une monnaie qui a le même taux de change. Or, cette monnaie, le taux de change de l'euro par rapport au dollar, il est coté à mi-chemin entre ce que serait coté le dollar et ce que serait coté la lire italienne. Donc c'est une espèce de cote mal taillée. Le résultat, c'est que c'est systématiquement aggravant des situations. Pourquoi ? Parce que l'euro, par rapport au dollar, est moins cher que ce que serait le Deutschmark. Ça permet à l'industrie allemande de vendre énormément. Alors bon, depuis l'affaire russe, la situation est en train de changer. Mais pendant des années, l'Allemagne a dégagé des excédents commerciaux absolument géants et a renforcé son industrie. En revanche, les pays du Sud, notamment la France ou l'Italie, sont confrontés à une monnaie qui était une monnaie trop chère par rapport à la compétitivité intrinsèque de leur économie et ont saboté leur industrie. Tout ça au nom d'une pensée magique qui est d'avoir une monnaie européenne. Alors le résultat des courses, c'est que maintenant, on se retrouve, on n'a pas la même discipline, on n'a pas le même tissu industriel, on n'a pas le même tissu agricole, nous sommes des pays différents. Enfin, on est en train de découvrir que les Italiens ne sont pas des Allemands, ou que les Grecs ne sont pas des Français ou des Néerlandais. Et donc, on en arrive à cette situation que pour essayer de maintenir cet euro encore vivant, la Banque centrale européenne ne peut pas faire autrement que de racheter sur les marchés financiers, contrairement à l'esprit des traités européens d'ailleurs, de racheter sur le marché secondaire des obligations italiennes ou françaises, parce que les marchés financiers sont inquiets, parce qu'ils pensent que l'euro peut exploser, et parce qu'ils testent ce PEG, je sais que vous êtes dans la finance, ce lien de 1 à 1 entre les différentes monnaies, en se disant que dans l'histoire monétaire, il y a toujours, ça n'a jamais marché, les PEG, on les teste toujours. Donc, actuellement, je sais que c'est un peu technique ce que je dis, et c'est ça qui est un problème. C'est que c'est un sujet technique sur lequel je peux vous assurer que la quasi-totalité des responsables politiques ne savent pas de quoi ils parlent. Et les responsables journalistiques aussi. Donc on a une monnaie, pour qu'elle continue de survivre, il faut que la Banque centrale européenne rachète régulièrement sur les marchés financiers les obligations du Trésor français et italien. Le problème, c'est que là, on est un peu arrivé au bout du bout. C'est que les Allemands, les pays du Nord, ont très très peur de l'explosion générale et que tout ceci leur retombe sur le nez. Donc on est en train de tester les limites d'un système. On est en train de tester les limites. On a dépassé les bornes. Si vous avez parlé sur les marchés financiers à des gens qui sont vraiment experts de ça, je vous assure qu'il y aura vous trouverez très très peu d'opérateurs sur les marchés qui sont prêts à mettre leur main droite, qui sont droitiers ou gauche, qui sont gauchers à couper, que dans 10 ans, l'euro existera toujours. Bien sûr, il y a l'idée que c'est un sujet tellement politique que c'était la fameuse phrase de Mario Draghi quand il était à la tête de la BCE, c'était whatever it takes, c'est quoi qu'il en coûte, on maintiendra l'euro. Mais les arbres ne montent pas jusqu'au ciel, c'est aussi un proverbe boursier. Lorsque vous regardez le solde de la balance des paiements courants, ce qu'on appelle Target 2 entre les pays de la zone euro, vous vous apercevez bien que c'est continuellement divergent. Donc moi, je pense qu'il va y avoir un rendez-vous, fondamentalement. En attendant, le fait que la Banque centrale européenne rachète des obligations, la conséquence, c'est qu'elle crée de la monnaie. Et donc, on a eu une création monétaire. Alors, quand vous créez de la monnaie, il y a un moment, ça se traduit toujours, ça c'est la théorie monétariste, ce qui est rare est cher, et ce qui n'est pas rare n'est pas cher. Donc, plus vous créez de monnaie, plus vous faites, au bout d'un certain temps, augmenter les prix. Donc, on se trouve confronté à une période d'inflation. Bon, là, il y a eu aussi de la création monétaire côté nord-américain, et cette période d'inflation, il faut en arriver à tout ce que je viens de dire pour expliquer aux gens ce dont il s'agit. Aujourd'hui, donc on voit l'augmentation des prix, donc l'augmentation des prix de l'énergie, l'augmentation des prix au supermarché avec le riz, les pâtes, des produits de première nécessité qui ont des augmentations qui sont phénoménales. Donc c'est-à-dire que le coût pour un ménage moyen de se nourrir, de subvenir à ses propres besoins. Donc moi, ce qui m'intéresse quand même, parce que là, toutes les constructions dont on parle et tous ces agrégats économiques, donc on est en train de parler de milliards. Il y a
a énormément de Français aujourd'hui qui se posent la question des fins de mois et donc qui regardent ça en se disant bon, il y a des gens qui comprennent, moi je comprenne pas forcément. Moi, ce que je regarde, c'est à la fin du mois cet élément-là qui est fondamental. Et comment fait-on pour relier les deux? Donc, vous amenez une explication de cela. Bien sûr, les hommes politiques au gouvernement ne seront pas d'accord avec votre analyse parce que peut-être ils ne regardent pas de manière holistique ou sur la totalité de la chaîne de valeur. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pour le Français moyen, là, dans les 3 prochains mois, 8 prochains mois, 24 prochains mois, qu'est-ce qui va se passer? Parce que si on n'arrive plus à se nourrir, les gens vont-ils sortir dans la rue? Va-t-il y avoir une recrudescence de contestation? Moi, je le crois beaucoup parce que c'est une crise multifactorielle. C'est-à-dire, il y a l'inflation qui augmente très fort, mais comme si ça ne suffisait pas, on a fait ce que vous savez, il y a une espèce de dicton chinois qui dit, ça s'appelle faire de l'irrigation en période de crue. Je précise que Bruno Le Maire a dit que l'année prochaine, les choses allaient aller mieux. Oui, bon, d'accord. C'est donc très dangereux. Mais au moment où on a cette bouffée d'inflation, on trouve en plus le moyen d'entrer en conflit frontal avec la Russie, avec ces sanctions sur les hydrocarbures russes. Bon, comme vous le savez, enfin, je crois qu'il y a quand même de plus en plus de Français qui comprennent que non seulement ça ne marche pas, mais que ça nuit à la France, au pays de l'Union européenne. Et cerise sur le gâteau, ça rapporte beaucoup plus d'argent à ce qui est par étendument notre adversaire, qui est la Russie. Donc ça va pas. Et ça, c'est pas pour rien que les hydrocarbures vont peser de tout leur poids. Soit dit en passant, si on avait un chef d'État à la tête de la France, le président de la République, ce que devrait dire Macron, il devrait prendre les faits, la réalité. La réalité, c'est qu'on a pris... J'ai vu que le Premier ministre hongrois Orban avait, paraît-il, calculé, il y a eu 11 000 sanctions qui ont été prises depuis des mois, même des années, depuis la Crimée, contre la Russie. Ça ne marche pas. Ça nuit aux pays qui prennent les sanctions, ça favorise la Russie, et ça détourne le reste du monde qui en a ras-le-bol de ce petit morceau de continent avec des gens qui vocifèrent et qui sanctionnent tout le monde. Vous savez, c'est pas du tout attirant, hein. Des peuples comme ça qui sanctionnent absolument la planète entière, il ferait mieux de balayer devant leur porte. Donc si j'étais Macron, bon, on serait pas dans cette situation, je peux vous dire, on serait autrement dans une situation bien meilleure. Mais si Macron était un homme d'État, il devrait arriver à la télévision et il devrait dire, donc je le lui conseille s'il regarde cette vidéo, il devrait dire aux Français, écoutez, moi, je regarde la situation. Les sanctions qui ont été prises ne marchent pas. Il faut le reconnaître. Voilà. Comme un responsable doit le reconnaître, doit reconnaître la réalité. Et donc, j'ai décidé d'arrêter des sanctions contre la Russie. Je demande, à partir d'aujourd'hui, j'arrête les sanctions contre la Russie. Et je présente mes excuses au peuple français. Et je demande aux Russes de bien vouloir renouer avec les contrats que nous avions et avoir des tarifs. Renouer la diplomatie, renouer le contact. Ça permettrait... Ça veut dire renier quand même certaines positions idéologiques. Bien sûr. Mais c'est pour ça qu'ils ne le feront pas. Parce qu'ils préfèrent leur face, comme on dirait en chinois, mianzi, la face. Ils préfèrent le maintien. Sauver la face. Sauver la face, ils ne veulent pas reconnaître qu'ils se sont trompés. Mais c'est terrible, parce que c'est comme ça qu'il y a toutes les grandes tragédies de l'histoire, quand vous avez des dirigeants qui prennent des mauvaises décisions et qui ne veulent pas reconnaître qu'ils se sont trompés. Et là, on est en train d'aller dans le décor. Donc moi, vous me demandez qu'est-ce qui va se passer. Moi, je suis pas Madame Irma. Je suis convaincu quand même que je vois pas comment les choses peuvent s'améliorer. Parce que ceux qui rêvent que la Russie va mettre genou à terre et va dire « bon, on a été battu », je crois, ne connaissent pas la Russie. Ils ne connaissent ni les Russes, ni la Russie, ni les fondements même des problèmes actuellement en cours. J'ai fait une vidéo, là, j'ai parlé devant le dialogue franco-russe. J'ai fait une vidéo il y a quelques jours, qui d'ailleurs fait déjà plus de 100 000 vues, etc., où je suis allé à la recherche. Vous disiez de travailler, vous avez raison. Moi, je fais un travail parfois qui est un travail de ce que devrait faire un journaliste. On nous dit qu'on présente l'affaire comme s'il y avait le méchant Vladimir Poutine, d'un seul coup une espèce d'ogre qui se serait réveillé, qui aurait dit « je vais envahir l'Ukraine », qui est Blanche-Neige ou qui aurait été assailli par le grand méchant loup, et puis après je vais mettre la main sur la Pologne, puis l'Allemagne, et puis voilà. C'est complètement délire. C'est un narratif, comme on dit maintenant, mais qui est faux de A à Z. Non, la réalité elle est tout autre. Je ne suis pas l'ambassadeur de Poutine. Mais je suis là pour dire ce que je crois la vérité. La vérité,
c'est que, à partir de l'effondrement de l'Union soviétique, les Américains, au lieu d'avoir la sagesse de laisser à chaque grande puissance son glacis géopolitique, son truc de sûreté, les Américains ont appliqué un stratagème chinois qui s'appelle piller les maisons qui brûlent. À partir du moment où l'Union soviétique s'effondrait, était en état de faiblesse, ils en ont profité au maximum. Ils ont d'abord arraché tous les pays de l'Est pour les faire entrer d'abord dans l'OTAN, ensuite dans l'Union européenne. C'est le discours notamment de George W. Bush à l'université de Varsovie en juin 2001. Ce qui prouve au passage à quel point l'Union européenne est le toutou des États-Unis. C'est-à-dire que c'est George W. Bush qui a dit on fait d'abord entrer dans l'OTAN et ensuite dans l'Union européenne. Il faut savoir que son père, George H. Bush, qui avait été un président auparavant, avant Obama, avait pris l'engagement, ça a été confirmé par Roland Dumas, de ne pas profiter de la situation pour étendre l'OTAN vers la Russie. Mais ça n'avait pas été contractualisé. Ça n'avait pas été contractualisé, mais bon, voilà, la situation c'est celle-là, c'est ce que je vous ai dit, profiter au maximum de la situation. Donc les Russes ont subi une catastrophe géopolitique. C'est perçu comme tel chez les Russes. Et d'ailleurs, vous savez que quand vous parlez à des Russes aujourd'hui, nous, en France, on a l'impression qu'il y a beaucoup de Russes qui doivent aimer beaucoup Gorbatchev parce qu'il les a sortis de la dictature soviétique. Ça, c'est comme ça qu'on voit les choses en France, mais pas du tout. Pas du tout. Les Russes, la grande majorité, il y en a, hein, mais la grande majorité des Russes, il y a deux personnes de leur histoire contemporaine qu'ils vouent aux gémonies, qu'ils détestent, c'est Gorbatchev et c'est Yeltsin, parce qu'ils estiment qu'ils ont détruit le legs historique qui était l'empire des tsars. Donc les Américains ont agrégé tous les pays de l'Est, et puis maintenant l'idée c'est de mettre la main sur l'Ukraine. D'où la révolution de couleur de 2014, qui est une révolution manipulée. Ça, on a tous les éléments de la conversation de Victoria Nuland, sous-secrétaire d'État, avec son Geoffrey Payette, qui était l'ambassadeur des États-Unis à Kiev, etc. Suite à ça, il y a eu les accords de Minsk, où la France et l'Allemagne étaient co-responsables de l'application de ces accords qui veillaient à ce que le pouvoir de Kiev, qui fait partie de cette partie de l'Ukraine, tout le nord-ouest de l'Ukraine, qui est en fait peuplé de polono-lituaniens, puisque jadis c'était ce qu'on appelait la République des deux nations, l'ancien grand-duché de Pologne et Lituanie, ces polono-lituaniens haïssent les Russes. Mais en revanche, tout le sud-est, c'est-à-dire le Donbass, la région de Kharkov, et puis tout le pourtour de la mer Noire, ça n'était pas du tout polono-lituanien, c'était un khanat musulman, le khanat de Tatars de Crimée, qui d'ailleurs était vassal de l'Empire ottoman. Et c'est sous la Grande Catherine au XVIIIe siècle que les Russes ont mis la main sur ce qu'on appelle les plaines pontiques, c'est tout à fait plat, pour y créer des villes nouvelles. Odessa, par exemple, Odessa, ça veut dire Ulysse, hein, c'est le nom de l'Odyssée. C'est une ville qui a été créée en 1780 par Potiomkin, qui était à la fois le général et l'amant et le favori de Catherine de Russie. Mais toutes ces villes, comme Mariupol, Melitopol, etc., tout ça, ce sont des villes qui ont été créées par les Russes. Alors, on est face à cette histoire-là, et en fait, l'Ukraine a été créée récemment, c'est une création soviétique sous Staline, avec des gens qui se détestent. Les accords de Minsk essayaient de faire vivre ces deux communautés. Mais la France et l'Allemagne ont failli dans leur devoir en permettant au gouvernement de Kiev, pendant des années, d'humilier en fait la partie russophone, d'interdire l'enseignement du russe, éventuellement de les bombarder, de faire des morts. Ça, maintenant, tout le monde est quand même un peu, tous les gens qui se renseignent savent que ça fait quand même 8 ans que ça dure, et donc Vladimir Poutine est intervenu. Mais ce que j'ai découvert en plus, et ce que j'explique dans cette vidéo que j'ai faite devant le dialogue franco-russe, il suffit d'aller chercher sur Internet, de travailler, comme vous dites. J'ai découvert que ça va bien au-delà, puisque vous avez un forum qui s'appelle le Forum des Nations Libres de Russie, qui a prévu le démantèlement ensuite de la Russie, en sous-entité. Il y a les cartes qui circulent, qui sont promues par ce forum. Alors on pourrait dire, bon, ce sont des illuminés, mais moi je regarde toujours qui finance,
et qui participe et qui finance National Endowment for Democracy, la CIA. George Soros et l'Open Foundation, qui participe, l'ancien ministre des Affaires étrangères du président Porochenko d'Ukraine, et puis également un haut responsable, qui est le responsable justement du suivi de la CSCE, à Washington, des membres du gouvernement américain. Donc on a affaire à une volonté permanente des États-Unis qui est d'essayer de diviser pour régner. Et c'est une politique qui n'est pas seulement appliquée à la Russie, qui est appliquée au Moyen-Orient, qui est appliquée à la Chine. Quand vous entendez parler des Ouïghours, je suis pas là pour défendre encore une fois le sort des Ouïghours, qui n'est peut-être pas très enviable, mais quand on présente les Ouïghours, les Tibets, le Taïwan, etc., derrière, il y a aussi les cartes qui circulent pour démanteler, en fait, tous les adversaires géopolitiques des États-Unis d'Amérique. D'ailleurs, quand vous avez cette clé de lecture, vous commencez à comprendre beaucoup de choses. Par exemple, vous comprenez, ce qui sinon est incompréhensible, pourquoi la Turquie, qui est un adversaire géopolitique immémorial de la Russie, puisque c'est le choc des civilisations entre l'Empire ottoman musulman et l'orthodoxie. Pourquoi Erdogan maintenant fait-il alliance avec les Russes? Pourquoi la Chine, vous vous rappelez dans les années 70 sur le fleuve Amour, et il se tirait dessus entre les Chinois et les Russes? Pourquoi les Chinois se sont-ils rapprochés de la Russie et réciproquement? Pourquoi l'Arabie Saoudite, qui est quand même une chasse gardée, ça a été créé par les États-Unis avec la famille d'Al Saoud? Pourquoi le royaume wahhabite d'Arabie Saoudite, qui normalement est complètement sous la domination américaine, pourquoi se rapproche-t-il de la Russie? Parce qu'ils ont compris... Et ça, on le voit au travers du fait qu'ils acceptent la vente de pétrole en roubles. Absolument. Voilà. Et puis, mais pourquoi ça? C'est parce que si vous regardez les projets du nouveau Moyen-Orient, les cartes qui ont circulé, publiées par un journal des vétérans de l'armée américaine, vous voyez que le projet, c'est de démantibuler aussi tous ces États, que la Turquie, on crée un Kurdistan, que l'Arabie Saoudite soit pulvérisée en un État sacré, avec Médine et la Mecque, avec un autre État qui soit dans le Hejaz, etc., dans le Hejaz, une augmentation du Yémen. Donc, tous ces projets américains, en fait, s'attaquent à tous ces États qui pourraient menacer la suprématie américaine, et du coup, ça nécessite, ça incite la Turquie, l'Arabie Saoudite, l'Iran, la Chine, etc., de se rapprocher de la Russie. Oui. Alors le conflit, quelque part, profite toujours à quelqu'un. Donc aujourd'hui, tous ces conflits, pour vous, ça profite au monde Alors, dans un premier temps, oui. Ce que je voudrais dire, c'est qu'on touche du doigt le problème numéro 1 de la France, c'est cette menace. C'est qu'en France, si vous commencez à parler... En France, par exemple, la CIA, ça n'existe pas. Si vous parlez de la CIA, ça n'existe pas. Alors, quand j'étais candidat en 2017 à l'élection présidentielle, j'avais été reçu par Gilles Boulot sur le TF1 20h, et d'un air un peu narquois, parce qu'il y avait 7 millions de téléspectateurs, d'un air un peu narquois, il dit « Alors pour vous, la construction européenne, c'est la CIA ». Sous-entendu, vous êtes un siphonné. Bon, manque de chance, comme j'avais anticipé un peu le coup, j'étais venu avec un petit dossier, j'ai dit oui, d'ailleurs, c'est la couverture du magazine Historia, voilà, sur la création de la construction européenne par la CIA. Ça lui a coupé la chic. Bon. Vous savez ce qui s'est passé ensuite, qu'on a su après dans les coulisses? C'est que, évidemment, aussitôt la direction de Historia avait vu ce truc-là, ils ont retiré l'article qui était encore en ligne sur leur site internet depuis des années, en fait. Ils l'ont retiré dans la demi-heure qui a suivi. On n'a pas le droit, en France, sur un grand média, de parler de l'existence même de la CIA. On n'a pas le droit de parler de l'existence même de la National Endowment for Democracy. On n'a pas le droit de parler de l'existence même de George Soros. Parce que si vous parlez de tout ça, c'est que vous êtes complotiste, conspirationniste, vous êtes quelqu'un qui... On a le droit d'en parler, mais ne pas aller jusqu'au bout des conséquences que ça peut avoir. Même pas. En revanche, alors parler de tout, par exemple, là on le voit ces jours-ci, je vois que tous les médias relayent que la Russie aurait financé pour 300 millions de dollars des partis politiques en Europe, etc. J'ai même vu d'ailleurs des trolls qui sont venus chez moi en disant combien j'avais touché, moi, de Poutine. Bon, alors je dis et redis, moi j'ai touché 0 €, 0 rouble de Poutine. J'ai rien touché du tout. Bon. Et aucune autre devise. Aucune autre devise. Mais
même si cette information des 300 millions de dollars est vraie. Il reste à démontrer. C'est la CIA qui le dit. Bon. Enfin, les services de renseignement américains. Même si c'est vrai, sur plusieurs années, sur une dizaine d'années, en partager entre 24 pays, au bout du compte, ça fait pas des sommes énormes, hein, ça fait quelques 2-3 millions de dollars par parti politique. Mais qu'est-ce qui s'est passé du côté américain? Comment Macron a-t-il été élu? Est-ce qu'il faut que je rappelle ici? Ça, c'est une des choses aussi qui, excusez-moi, mais que je trouve affreuse. Affreuse, c'est que je vois des gens, parfois, comme ils ne savent pas me critiquer, sur mes analyses de fond, parce que moi j'apporte toujours les faits, les références, et les gens peuvent aller vérifier par eux-mêmes. Quand je dis par exemple ce Forum des Nations Libres d'Europe, dans la vidéo que je fais, j'ai mis tous les noms, le lieu où ça s'est passé, le site internet, tout le monde peut aller le vérifier. Il n'y a pas un seul journaliste français qui va y aller. Et donc, ce qui est affreux, c'est que je vois des gens, des trolls, qui, comme ils ne savent pas comment m'attaquer sur le fond, ils m'attaquent sur la forme ou sur les résultats, en disant de toute façon vous êtes un rigolo, vous avez fait 1% des suffrages, vous avez fait 1% des voix, voilà. Et ce qui est affreux, j'en profite pour dire ce que j'ai sur le cœur, c'est qu'en disant ça, la personne qui m'attaque là-dessus, en me disant vous avez fait 0,8, 1%, en fait il ne se rend pas compte qu'il applaudit à son propre asservissement. Pourquoi j'ai fait 1%? Parce qu'il y avait 90% des Français qui ne me connaissaient toujours pas à l'issue de l'élection présidentielle. On revient toujours à cette problématique on va dire, de l'exposition médiatique. C'est très important parce que la démocratie, c'est pas avoir un pluripartisme, hein. Vous avez plusieurs partis politiques en Chine, vous en aviez plusieurs en Allemagne de l'Est, en Tunisie sous Ben Ali, vous en avez en Russie. La démocratie, c'est que les gens, les citoyens, peuvent choisir avec une expression que vous allez reconnaître puisqu'elle s'applique à la Covid et au vaccin, avec le consentement éclairé. Il faut que, normalement, ce qui devrait se passer lors d'une campagne présidentielle, c'est que, au moment du premier tour, tous les citoyens, tous, sachent quels sont tous les candidats, quels sont tous leurs programmes et qu'ils aient pu se battre à égalité. Mais c'est pas du tout comme ça que les choses se passent. Vous avez la grande majorité des électeurs, quand ils vont dans l'isoloir, on a tout fait pour qu'ils ne s'intéressent pas aux candidats qui ont été mis de côté par le système. On leur laisse entendre combien j'ai vu de Français qui ont dit, par exemple, la réélection de Macron, j'ai voté Macron parce qu'il y avait personne d'autre. Si, il y avait, moi j'étais là, sauf que moi on m'a pas donné les parrainages. Et dire qu'il y avait personne d'autre, vous comprenez, c'est pas de la démocratie. On retourne sur la terreur, sur l'intimidation. On vous les a pas donnés, vous ne les avez pas obtenus, donc en fait, bien sûr, se pose la question du mode de parrainage. François Asselineau, parlons un petit peu. Vous avez touché un petit peu sur les pays l'international. Parlons un peu des BRICS. On voit dernièrement l'Argentine qui vient rejoindre les BRICS alors qu'on s'attendait à ce que ça aille plutôt en dehors. Donc il y a un élargissement, on va dire, de ces pays. On peut se poser des questions sur la Syrie, sur tout ce qui va se passer. Donc il y a tous ces pays qu'on a un petit peu regardés de haut, on a pris de haut. On les a appelés pays en voie de développement pendant très longtemps. Qu'est-ce qui fait cette mouvance? Et qu'est-ce que ça sous-tend? Je crois qu'il y a vraiment un phénomène qui est absolument fondamental de comprendre, même si là aussi ce sont des choses qui sont un peu complexes. Ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que le triomphe des États-Unis et de l'Occident en général, mais surtout des États-Unis, après 1945, c'est les accords de Bretton Woods de 1944. C'est-à-dire que les États-Unis ont, avec les accords de Bretton Woods, eu une monnaie, le dollar, qui était une monnaie acceptée et unie partout comme une monnaie de transaction, de règlement et de réserve. Donc, à partir du moment où vous émettiez cette monnaie, c'est comme si vous étiez celui qui émet de la monnaie et tout le monde est obligé d'accepter votre monnaie. Alors, à Bretton Woods, en 1944, il était nécessaire, à l'époque, d'avoir un ressort de rappel. Le ressort de rappel, c'est que la création de dollars devait être compatible avec l'encaisse or qui était détenue notamment à Fort Knox. C'était d'ailleurs écrit sur les billets de dollars de 1952. C'était redeemable in gold on demand, remboursable en or à la demande. Bon. D'ailleurs, à l'origine, un dollar, c'était une once d'or. À l'origine de l'origine.
Et puis, comme vous le savez, dans les années 60, les États-Unis, notamment du fait de leur engagement au Vietnam, ont commencé à émettre de plus en plus de dollars. De Gaulle, conseillé par Jacques Rueff, a attiré l'attention de la planète entière en disant « Mais attendez, si vous avez un État qui peut publier une monnaie qui est acceptée partout comme monnaie de règlement de réserve, si en plus de ça, il n'a pas de ressort de contrôle, s'il peut en émettre autant qu'il veut, au bout du compte, il va pouvoir racheter la planète entière. » Et c'est ce qui s'est passé à partir de la rupture des accords de Bretton Woods par Nixon en 1974. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les États-Unis à l'époque étaient de très loin la première puissance militaire et économique mondiale. Bon. Les autres peuples du monde, des grands pays, la Chine était un pays tout à fait une extraordinaire pauvreté. La Russie était confinée dans son soviétisme. Vous aviez le Brésil et l'Inde qui étaient encore très très pauvre. Les pays de ce qui était le marché commun étaient déjà assujettis aux États-Unis. Il avait fallu qu'un De Gaulle s'oppose aux États-Unis. Mais dès que De Gaulle a quitté la scène, après ça, on n'est pas passé sous les fourches codines des États-Unis. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a des dirigeants qui ont compris que le privilège dollar, c'était la clé du pouvoir de l'Occident sur le monde. Et donc vous avez eu des dirigeants, je pense quelqu'un comme Kadhafi par exemple, des dirigeants qui ont essayé de se sortir de ça. Sauf que si vous êtes à la tête d'un petit pays, là vous vous attaquez à ce qui c'est le fondement même de la puissance américaine. La grande nouveauté que nous vivons en ce moment, c'est pour ça que je pense que la période est historique, c'est qu'il y a une convergence entre la Russie qui est quand même en plein renouveau, la Chine qui est quand même 10 fois plus peuplée que la Russie. À elles deux, ces deux puissances ont une armée conjointe qui est très supérieure à l'armée américaine, que ce soit en matière nucléaire ou que ce soit en matière conventionnelle. Je rappelle que la Chine et la Russie ont des missiles hypersoniques alors que les États-Unis n'y arrivent pas encore. Bon. Donc, on a affaire à des puissances qui ont bâti une armée extraordinairement solide et qui ont maintenant décidé de passer au vif du sujet. Et le vif du sujet, c'est de s'attaquer à la volonté impérialiste planétaire des États-Unis de bâtir un monde unipolaire sous l'autorité occidentale. Donc là, on est vraiment face à quelque chose de monumental. C'est-à-dire, même encore ces jours-ci, mais aujourd'hui ou hier, je crois que Serge Lavrov a répété, et Xi Jinping l'a dit aussi, il n'y aura pas de monde unipolaire. Il y aura un monde multipolaire, avec des grands pôles que seront la Russie, la Chine, et qui va contrebattre la puissance américaine, d'où ces accords, vous avez vu que de plus en plus, la Chine et la Russie vont commercer en roubles et en yuan. Vous avez vu que de plus en plus, certains pays acceptent de payer en roubles ou en yuan. Et à chaque fois qu'un pays accepte de payer en roubles ou en yuan, on parle même pas de l'euro, qui n'existe pas, mais à chaque fois qu'un pays accepte de payer en roubles ou en yuan plutôt qu'en dollars, bien c'est un petit peu, si vous voulez, comme si vous aviez une citadelle dont c'est un effondrement progressif du dieu dollar. Bien sûr, bien sûr. Et donc, c'est très important ce qui se passe en ce moment, et ça donne tout son poids à cette folie collective qui s'est emparée du continent européen. Les Américains ont une peur inouïe que la Russie, la Chine parviennent à défoncer en fait leur puissance avec le dieu dollar. Et c'est pour ça que les gens ne comprennent pas ce qui se passe en Ukraine. Bon, mais ça veut dire que tous les pays de l'Union européenne qui sont complètement asservis aux États-Unis ont fait leur cette cause de l'Ukraine, parce que si jamais la Russie arrive à casser la machination ukrainienne qui vise, je l'ai rappelé tout à l'heure, à détruire la Russie, ça veut dire que ça sera évidemment un échec géopolitique, politique, symbolique fondamental de l'Occident qui va donner des ailes, justement, à cette volonté multipolaire. Donc c'est vraiment un enjeu fondamental pour le XXIe siècle. Et c'est ce qui explique pourquoi on est capable de mettre la France à feu et à sang, c'est ce qui va se passer. Hein. La logique voudrait, je l'ai dit tout à l'heure, que Macron, mais pas seulement Macron, c'est vrai. Regardez les peuples manifestent en Allemagne, en Suède, en Suisse. Que les pays européens fassent un diagnostic, en tirent les conséquences. La logique, c'est qu'on arrête les sanctions, qu'on retourne à la table des négociations et qu'on reconnaisse la vérité. La vérité, c'est que l'Ukraine est un pays, bien sûr, un pays souverain, mais il se trouve que c'est un pays qui a été de très longue date
possédée en partie par la Russie. Une partie de l'histoire russe, c'est justement là, et que ce pays a refusé l'autonomie nécessaire pour les régions du Sud-Est, et qu'il faudrait, à mon avis, c'est comme ça que ça se terminera, une partition avec le Donbass qui ralliera, ou soit qui deviendra indépendant, soit qui ralliera la Russie, et le reste qui fera un État plus petit, voire qui soit rattaché avec des risques potentiels que la Pologne ait des vues sur certaines parties. C'est toujours la puissance de l'histoire. Pourquoi moi je suis... vous savez, tous les grands chefs d'État du monde ont toujours tenu compte énormément des questions d'histoire. Et d'ailleurs, parmi les drames de la France d'aujourd'hui, c'est qu'on est dirigé par des gens... Macron, il ne connaît rien, mais rien du tout, ni lui, ni les gens qui l'entourent, à l'histoire, non seulement l'histoire de France, mais l'histoire du monde. On ne peut pas comprendre le conflit ukrainien si l'on ne revient pas à l'histoire. Et en tout cas, ce qui se passe, c'est qu'on a donc affaire à des gens qui sont capables de détruire l'économie européenne, y compris l'économie allemande, de détruire notre niveau de vie, de nous endetter, de fournir des armes au pays le plus corrompu d'Europe, des armes qui vont peut-être se retrouver ensuite chez les terroristes et peut-être se retrouveront d'ailleurs chez nous. On est capable de faire tout ça au claquement de doigts de Washington, parce qu'ils considèrent que c'est un sujet géopolitique de première magnitude. Et on a l'impression que les dirigeants européens sont devenus un petit peu comme une espèce de canard ou de poulet à qui on a coupé la tête. Ils courent dans tous les sens, ils ne savent pas pourquoi. Par exemple, je pose souvent cette question bête. Est-ce qu'on veut ou est-ce qu'on veut pas du gaz russe? Je ne sais pas. Lorsque le gazoduc Nord Stream 2 a été achevé, c'était donc il y a quelques mois, les États-Unis, pendant des années, ont voulu que ça ne soit pas mis en service. Ils y sont d'ailleurs parvenus. Sous pression américaine, les Allemands ont refusé de donner le feu vert pour la mise en service. Il est construit, hein. Il est flambant neuf, il est construit, il marche. Les Allemands ont refusé. Dans la foulée, on nous a dit qu'on allait boycotter le gaz russe. Voilà que quelques semaines après, Vladimir Poutine, qui constate qu'en définitive, ça tourne à son avantage, puisqu'en fait le gaz est vendu par l'intermédiaire de la Chine à très grand prix et le pétrole par l'intermédiaire de l'Inde. Vladimir Poutine, de façon assez malicieuse, dit puisque vous me boycottez, je coupe le gaz. Aussitôt, ce sont des cris d'orfraie où on nous dit mais Vladimir Poutine c'est un sgrognonieux, c'est un scandale, quel tyran, il utilise l'arme du gaz contre nous. Enfin ça va pas quoi, c'est une espèce de schizophrénie générale. On voit bien qu'on est dirigé par des gens qui ne savent plus où ils vont. Pourquoi ça? Pourquoi cette perte d'autorité? Parce que nous ne sommes plus les auteurs de nos propres décisions. Vous me demandiez tout à l'heure comment faire. Il y a une ligne directrice dans la vie qu'il faut avoir, c'est rester l'auteur de ses propres choix. Voilà. Mais parlons un petit peu de cela, puisque il y a eu des élections présidentielles en France, donc les Français ont choisi. Il y a des élections qui arrivent au Brésil, donc dans un des pays du BRICS. Il y a des midterms aux États-Unis. Et hier, il y a eu une décision un peu historique en Suède, puisque le parti de droite, je crois, a gagné l'ensemble des droites de 3 voix contre le parti qui était au pouvoir depuis très longtemps. Donc ça veut dire qu'en Europe, il y a une modification. Bien sûr, on va avoir la réaction politique, elles ne sont pas encore arrivées avec cette modification dans ce paysage, dans un pays qui est, on va dire, dans cet ensemble. Et ce pays, on en a beaucoup parlé pour sa gestion de la crise sanitaire qui était différente, qui avait pas utilisé le même modèle de confinement, qui n'avait pas utilisé le même modèle de traitement ni de vaccination, pour après succomber un petit peu à cela. Est-ce qu'on voit, d'après vous, le début avec ces élections, puisque ces élections, c'est quelque part un moment où on va faire une évaluation de ces politiques, alors qu'en France, on a quand même des mécanismes régaliens de contrôle. On a la Cour des comptes, on a des mécanismes administratifs, on a un contrôle continu, mais on a l'impression qu'on n'en tient pas compte. C'est-à-dire que le moment où on peut censurer un homme politique ou une politique, qui sont les élections, on a l'impression qu'on n'a pas assez d'informations pour pouvoir se décider. Et dans le contrôle continu, on a l'impression qu'on ne tient pas compte de l'évaluation de la Cour des comptes, de savoir de quoi qu'il en coûte, combien ça va nous coûter, quel va être le retour sur investissement. Pour vous, est-ce qu'il y a une dynamique qui est en train de se créer à ce sujet? Alors, il y a plusieurs questions dans votre question. C'est possible. Il y a un aspect qui est que par rapport aux années que j'ai connues étant jeune, aux années 60, 70, 80,
il y avait quand même une certaine, de la même façon qu'il y avait une certaine éthique du journalisme, on respectait quand même la charte de Munich, il y avait aussi une certaine éthique politique. J'en voudrais pour preuve, par exemple, la loi la loi Savary sous Mitterrand. En 1984, il avait voulu créer un service unifié de l'éducation et donc forcer toutes les écoles libres à entrer dans le moule de l'éducation nationale. Ça avait créé une gigantesque levée de boucliers, notamment avec les églises, avec les écoles confessionnelles, ou notamment beaucoup d'écoles catholiques dans l'est de la France, dans l'ouest de la France. Il y avait eu 2 millions de personnes qui avaient défilé en France. Je me rappelle des manifestations géantes, vous vous rappelez certainement. Tout à fait. Eh bien, qu'est-ce qui s'était passé? Il s'était passé que Mitterrand qui était un homme politique ancienne école, comme De Gaulle, comme Pompidou, ils avaient été élevés à une époque, là, sous la Troisième République, puis la Quatrième République, où il y avait une éthique démocratique. C'est-à-dire que lorsqu'il y avait 2 millions de Français dans les rues, on ne pouvait pas faire comme si ça n'existait pas. Et donc, Mitterrand, voyant ça, avait donc décidé de demander à son ministre de l'Éducation de démissionner, et le projet avait été enterré. Voilà. Et donc, les gens avaient été contents parce qu'ils avaient fait plier Mitterrand, et celui-ci ça avait été perçu comme un échec de Mitterrand, ce qui était le cas, mais d'une certaine façon, c'était quand même une victoire de la démocratie et du vivre ensemble. Et maintenant, on n'est plus du tout dans cet esprit. On a maintenant des gens qui sont des menteurs et des cyniques. Et Macron, et qui n'écoutent pas, quelque part. Oui, Macron ne se sent pas redevable vis-à-vis des Français. Il a été élu une fois tous les 5 ans dans des conditions de manipulation médiatique que j'évoquais tout à l'heure. Il est élu et on considère comme si c'était un blanc-seing et qu'il avait le droit de tout faire tout seul pendant 5 ans. Ça ne va pas. Donc vous avez des manifestations. Moi, je suis allé à certaines manifestations contre la Covid, contre la vaccination. J'ai du respect pour les manifestants qui y vont, mais force est de constater que ça ne sert à rien. Parce que nous n'avons plus, il y aurait 2 millions, 3 millions de personnes dans les rues, Macron continuerait, parce qu'il ne se sent pas tenu de respecter le peuple français. C'est un homme de main, c'est quelqu'un qui a été placé par des artifices de communication, des artifices sondagiers, qui a été placé à l'Élysée pour faire le boulot d'une oligarchie. D'ailleurs, on a vu, il y a une ministre allemande qui a dit qu'elle irait contre ses constituants. Donc, c'est un exemple qu'on pourrait prendre. Au moins, elle l'a dit. En France, on ne l'a pas dit, mais en fait, c'est ce que vous ressentez. Absolument. Cette déclaration, c'est Madame Baerbock, qui est l'écologiste, elle est ministre des Affaires étrangères. Elle est, je trouve, très dangereuse, comme d'ailleurs beaucoup de gens style EELV qui, sous des couverts sympathiques, regardez par exemple le discours de EELV en France, dans tous les domaines, c'est s'attaquer à tout ce qui fait la France, à tout ce qui fait la joie de vivre, etc. Faut plus rien faire. C'est-à-dire une espèce de néo-jansénisme, ou on a l'impression de nouveau Savonarole, vous savez, du temps de la République florentine, voilà, qui par ailleurs, tout ça est fondé sur une immense hypocrisie. Madame Baerbock, donc, qui est la ministre des Affaires étrangères, elle a eu effectivement cette parole incroyable. Nous vous soutiendrons l'Ukraine, quoi qu'en pensent mes électeurs. Alors, c'est plus de la démocratie. Ça veut dire que le gouvernement allemand, comme le gouvernement français, ne répondent plus aux commandes, si j'ose dire. Ce ne sont plus les peuples qui commandent. Avec les accords de Maastricht, on avait bien vu aussi, puisqu'il y avait eu un référendum et Nicolas Sarkozy était quand même allé contre. Bien sûr. Voilà, donc ce n'est pas nouveau. Oui, mais ce qui est nouveau, je pense, vous savez, il y a 15 ans, quand je disais que la construction européenne était une dictature qui ne disait pas son nom, il y avait des gens qui disaient « Oh, mais il exagère, il est ci, il est ça ». Il y a des gens bien intentionnés qui disaient « Oh oui, c'est parce qu'il n'a pas eu un poste de ministre, ou c'est parce qu'il est financé par un... » Tout ça, c'est miteux, c'est minable. Est-ce que les Français peuvent comprendre en tout cas, pour ce qui me concerne, moi, je fais de la politique pour de nobles raisons. Je le fais pour des gens que j'ai aimés étant petit, des parents, des grands-parents, des gens quand je pense à eux maintenant, avec le recul du temps, je me dis, mais les pauvres, mais si vous voyez ce qu'est devenu la France. On a le droit en France d'être patriote, d'aimer son pays, de vouloir le défendre, sans être pour autant financé par Xi Jinping, par Poutine ou par Dieu sait qui. Vous avez le droit d'être indépendant, autonome, responsable, et de dire éthique. ce que je crois juste.
D'ailleurs, s'agissant de Poutine, j'ai été invité par une télévision israélienne, I24, qui d'ailleurs appartient, si j'ai bien compris, à Monsieur Drahi, et me donne beaucoup plus la parole, c'est incroyable, que BFM TV en France. J'avais été invité par cette télévision israélienne, c'était quelques jours avant l'invasion de l'Ukraine. Ils m'avaient demandé, parce qu'il y avait des bruits de bottes, est-ce que vous condamnerez l'invasion de l'Ukraine si elle a lieu par la Russie? J'avais dit oui, parce que c'est contraire au droit international. Et je pense que d'ailleurs Poutine aurait quand même dû épuiser toutes les voies de droit, peut-être en saisissant la Cour internationale de justice. Donc moi je ne suis pas du tout, je ne suis dans la main de personne, si j'ose dire, sauf des Français. Et il n'y a rien qui me fait plus de peine que de voir que depuis 15 ans je me bats pour essayer de faire prévaloir ce que je crois être la vérité, et avec énormément de travail. Et moi, quand je découvre des choses comme ce que j'ai dit tout à l'heure sur la Fondation des Nations Libres d'Europe, qui montre toute la stratégie américaine de démolition de la Russie, ce qui donne quand même à Vladimir Poutine des raisons d'avoir fait ce qu'il a fait. Donc du coup, je reviens presque sur ce que j'avais dit. Parce que ça me permet de faire une petite comparaison historique. En 1940, qui est-ce qui a déclaré la guerre, en fait, à l'Allemagne? Ou c'est l'Allemagne qui a déclaré la guerre à la France, ou la France qui a déclaré la guerre à l'Allemagne? Non, c'est la France qui a déclaré la guerre à l'Allemagne. Et pourquoi la France a-t-elle déclaré la guerre à l'Allemagne? Parce que la France, comme l'Angleterre, se sont dit, ça pouvait plus continuer. Parce que Hitler, il avait mis la main sur l'Autriche avec l'Anschluss, puis sur les Sudètes, donc ça avait été les accords de Munich de 1938, et puis là, maintenant, il intervenait, il mettait la main sur la Pologne, donc on ne pouvait plus continuer. Mais finalement, c'est ce que fait Poutine. Poutine l'a accepté, il n'était pas en mesure de le refuser d'ailleurs parce qu'il n'était pas au pouvoir, il a accepté de voir tous les pays de l'Est basculer dans l'OTAN. Après ça, il a accepté de voir les Américains mettre la main avec la révolution de Maïdan sur le régime de Kiev. Et puis maintenant, il a vu que c'était tout le Donbass qui allait y passer, et qu'ensuite c'était la Russie qui allait y passer. Donc il y a un moment à partir duquel il est intervenu. Donc moi je trouve que ça se justifie. Voilà, tout ça pour dire que il faut, je crois, vraiment que les gens comprennent qu'il faut aller au fond des choses sur les sujets. Sinon on reste dans l'écume des choses. Moi ce que je vois, ce qui m'affole, c'est que sur la scène politique française aujourd'hui, où est passée l'opposition? En fait, je veux dire, Macron, président de la République, qui nous dit que la France est en guerre avec la Russie. Nous sommes en guerre, dit-il. La Russie, c'est quand même première ou deuxième puissance militaire du monde. Sur certaines spécialités, notamment sur les missiles antimissiles, les S-300, les S-400, ils ont des longueurs d'avance sur les États-Unis, sur les missiles hypersoniques aussi. En matière de tête nucléaire, ils ont également des forces tout à fait considérables. Que disent les 89 députés du RN? Que disent les députés de LFI, de la NUPES? Que disent les députés socialistes, du PCF? Qu'est-ce qui se passe? Donc on voit que vous les attendez. Je les attends plus. Moi, ça fait depuis 2018. J'ai fait un document pour appeler au lancement de la procédure de destitution contre Macron. Parce que il passe son temps. Là aussi, il faudrait entrer dans le vif du sujet. Ce que là aussi, vous n'avez pas le droit de dire. Hein. Aucun journaliste n'a jamais relayé le document que j'ai fait. Et pourquoi? Parce qu'il est incontestable. Parce que si ce que je disais depuis 15 ans, c'était des sottises, ça fait belle lurette qu'on m'aurait montré sur les plateaux comme un type ridicule. Alors que là, comme tout est sourcé, incontestable, c'est l'omerta, c'est la loi du silence. Macron, dernière violation de la Constitution en date, l'article 35, qui fait obligation aux chefs de l'État et au gouvernement de demander l'autorisation, je dis bien l'autorisation, s'ils ne l'ont pas, ils doivent tout arrêter. Au bout de 4 mois, quand on envoie des troupes à l'étranger, on doit demander l'autorisation du Parlement de pouvoir les maintenir. La France, ça fait plus que de 4 mois, largement plus, qu'elle a envoyé des soldats et des engins blindés en Estonie, sur la base de Tartas, je crois, et qui est à 250 km de Saint-Pétersbourg. En Roumanie, on a plus d'1 millier de soldats maintenant, sans compter les instructeurs, les officiers supérieurs qui sont en Ukraine même. Et là, il y a un flou artistique qui est maintenu également aussi, paraît-il des mercenaires, mais enfin, on ne sait pas exactement quels sont. Il y a beaucoup de mercenaires en ce moment, paraît-il, qui sont en Ukraine et qui parlent un anglais parfait, hein. Alors, qui viennent peut-être, et on ne sait pas si c'est des mercenaires ou des soldats britanniques ou américains qu'on aurait peint en mercenaires.
Ça fait en tout cas plus de 4 mois qu'on a ces interventions. Donc normalement, le gouvernement aurait dû demander l'autorisation du Parlement, avec d'ailleurs un débat. Bien. Il ne l'a pas fait. C'est une violation de la Constitution. Et que font les députés? Alors les gens me disent ils sont en vacances, mais enfin, il n'y a pas de vacances qui comptent. Ils peuvent demander une session extraordinaire. Il y a urgence. Et il y a urgence. On est peut-être au bord de la Troisième Guerre mondiale. Et avec une puissance nucléaire. Donc moi, honnêtement, je suis effaré de cette opposition. Quand je dis effaré, c'est pas tout à fait vrai. Vous savez, ça fait 15 ans que je fais ce combat politique. Et il y a bien entendu beaucoup de gens qui me disent, il faudrait faire alliance, vous devriez faire des alliances, essayer ça. Quand j'ai créé l'UPR, c'est en soi une alliance. J'ai demandé à tous les gens, nous, c'est une alliance temporaire pour tous ceux qui veulent sortir de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN. Bien. Mais personne n'est venu. Et je constate que le RN, que la NUPES, LFI, PCF, etc., aucune de ces forces politiques ne propose de sortir de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN. Donc en fait, ce n'est pas parce que M. Zemmour ne le proposait pas davantage. Donc en fait, on a affaire à des oppositions qui sont des oppositions que j'appelle des oppositions de complaisance. Et vous me permettrez de prendre avec vous ici un pari. On parle en ce moment des élections qu'il va y avoir en Italie. On voit dans les médias qui s'y intéressent, c'est très bientôt, des gens qui regardent ça faisant semblant d'être effrayés par le fait que le prochain président du Conseil, donc Premier ministre, qui pourrait succéder à Mario Draghi, pourrait être Madame Giorgia Meloni, et qui a créé un parti politique qui s'appelle Fratelli d'Italia, ce qui veut dire frère d'Italie, et qui serait néo-mussolinienne, néo-fasciste, elle a repris la flamme tricolore de l'ancien MSI, etc. Et donc vous voyez dans la presse française, oh là là, c'est atroce, c'est l'extrême droite qui va arriver au pouvoir, c'est un peu comme le coup de la Suède dont vous parliez tout à l'heure. Bien. Moi, il y a un truc que j'ai compris. C'est qu'à partir du moment où on parle d'un candidat, beaucoup dans les médias mainstream, c'est qu'il est inoffensif. Voilà. Lorsqu'il y a eu le sketch sur Zemmour pendant toute l'année 2021, je me suis dit, il est inoffensif. Et d'ailleurs, Zemmour ne veut pas sortir de l'Union européenne, ni de l'euro, ni de l'OTAN. Ça veut dire que sur les questions migratoires qui lui sont si chères, il fait quoi face à la politique de l'Union européenne sur les questions migratoires? Il fait quoi? Sur la question de la Russie et de l'Ukraine, il fait quoi? Madame Le Pen, sur tous ces sujets, c'est complètement d'ailleurs aligné. On l'a vu lors du débat du deuxième tour sur M. Macron. Madame Le Pen, elle est pour l'OTAN, elle est pour l'Ukraine, elle est contre la Russie. Donc elle s'est pliée. Alors, je me suis dit, tiens, on va regarder d'un petit peu plus près cette Madame Meloni. Et qu'est-ce que j'ai découvert? On n'en parle pas en France. Elle a fait une alliance avec Berlusconi, 85 ans, un parrain de la mafia. C'est pas une formule de cours de récréation. Il a vraiment les liens de Berlusconi avec la mafia sont absolument avérés. C'est un type qui a été dans un nombre de gouvernements incroyable. Et puis Salvini de la Lega. Et tous les trois, enfin je crois qu'il y a un quatrième partenaire, mais il est un peu croupion, tous les trois, ils ont signé un accord de gouvernement, une plateforme, pour un gouvernement de centre droit, déjà. Et quand vous prenez ce truc, c'est en ligne sur Internet, j'ai même fait des tweets, vous prenez la première page, c'est ce qui est mentionné en haut. Premièrement, nous réaffirmons l'importance extrême de rester dans l'Union européenne et dans l'euro. Nous réaffirmons l'importance de l'Alliance atlantique, nous réaffirmons la nécessité de l'Union européenne et de l'OTAN contre l'agression russe en Ukraine. Ils ont fait ce qu'ils font. À partir de ce moment-là, vous pouvez tout dire. Vous pouvez taper sur les Arabes, les Noirs, tenir des propos racistes. Ça, c'est ce que fait Zemmour. Ça, c'est pour manipuler l'opinion. Je ne dis pas que les questions migratoires sont des questions subalternes. Ce que je dis simplement, c'est que c'est de la manipulation de l'opinion, parce que vous verrez, Madame Meloni, si, comme tout est fait, tout est organisé pour qu'elle arrive à la tête de la présidence du Conseil. Pourquoi? Pour faire croire aux Italiens, la situation est très mauvaise en Italie, pour faire croire aux Italiens qu'ils ont une démocratie. C'est exactement ce qui s'était passé en Grèce en 2015, je crois,
lorsque Tsipras, alors lui, c'était pas l'extrême droite, c'était l'ultra-gauche, hein. C'était l'extrême gauche qui était arrivé avec, on disait quelle horreur, c'est l'extrême gauche, c'est un ami de Mélenchon, et c'est ça. En réalité, qu'est-ce qui s'est passé? Il avait dit qu'il restait dans l'UE, dans l'euro et dans l'OTAN. Il est passé sous les fourches caudines de la Troïka, Fonds monétaire international, Commission européenne, Banque centrale européenne. Il a fait l'ultra-gauche grec. Ils ont privatisé un nombre incalculable de ports, d'aéroports, les chemins de fer grecs, le loto national, les clients de la Caisse des dépôts, etc. Ils ont tout privatisé, ils ont divisé les retraites par 2, multiplié le nombre de suicides de retraités par 2. C'est ça, l'extrême gauche. Vous verrez si Madame Meloni devient présidente du Conseil, il se passera la même chose que ce qui s'est passé d'ailleurs déjà avec Salvini. C'est-à-dire qu'au bout de quelques mois, les Italiens vont se dire, caramba. En fait, on a la même politique. Vous comprenez comment ça marche? On a juste changé la couleur. On a juste changé la couleur. C'est pour ça que, vraiment, j'insiste là-dessus. C'est pas pour rien que je suis blacklisté dans les grands médias. C'est parce que j'ai franchi cette chose invisible qu'on n'a pas le droit de franchir. En France, vous pouvez dire tout ce que vous voulez à la seule condition de rester dans ces 3 éléments de vassalisation de la France pour les intérêts de l'oncle Sam. C'est l'Union européenne, l'euro et l'OTAN. Après, après c'est tout bon. Dans votre introduction, vous avez dit que c'était la fin du narratif de l'Europe, où l'Europe c'est la paix. Bien sûr, vous étiez un des premiers à parler de sortir de l'Europe. Vous avez aussi contesté le mécanisme de la peur. Est-ce qu'en fin de compte, vous n'essayez pas de faire peur vous-même en disant aux Français que sortir de l'Europe c'est la solution? Non, je ne pense pas faire peur. Écoutez, on m'a dit, au moment de 2017, toujours, cette émission avec Gilles Boulot sur TF1 20h, après m'avoir attaqué sur la CIA, après il a donné la parole à un Français vivant à Londres sur les marchés financiers, qui était présenté comme une espèce de monsieur loyal, et qui m'avait dit, mais monsieur Asselineau, vous dites n'importe quoi, si on sortait de l'euro, ce serait la catastrophe, l'hyperinflation, une dette foudroyante, etc., etc. On sait que les Anglais ne sont jamais rentrés dans l'euro. Mais là, c'était un Français installé à Londres. Voilà. Pour la petite histoire, pour montrer comment ça marche le dessous des cartes, après ça, quand je suis sorti du studio, on est allé regarder, c'était qui ce type? On m'avait pas dit avant qu'on allait me le mettre dans les pattes. On m'a pas dit. Il a été présenté aux Français comme étant un banquier à Londres. En fait, le banquier à Londres, il était le responsable de la campagne de François Fillon et des Républicains en Angleterre. Donc déjà, c'était un adversaire politique qui était le coordonnateur de la... Bon. Deuxièmement, il était à la tête d'un fonds d'investissement. Il gérait les fonds de la famille princière du Liechtenstein, avec un fonds de pension dont la réputation a été un peu sulfureuse, puisque le nom de ce fonds a été à plusieurs reprises mêlé à des soupçons d'argent, de blanchiment d'argent sale. Moi, je ne savais pas tout ça, bien entendu. Et donc, parce que si je l'avais su, j'aurais dit. Et évidemment, les Français, d'un seul coup, se seraient dit, attendez, c'est quoi ce type? Mais il avait été présenté aux Français comme si c'était un expert, et que comme si moi, j'étais un hurluberlu, en fait. Bon. Mais si vous y réfléchissez bien, tout ce que l'on m'a reproché, qu'on m'a dit, voilà ce qui se passera si on sort de l'Union européenne et de l'euro, c'est en train de se produire maintenant alors que nous y sommes. L'effondrement du niveau de vie, la flambée de l'inflation, la destruction de notre économie, le fait d'être en guerre contre une partie de l'Europe, c'est ce dont on avait menacé. Je me rappelle par exemple, il y avait Strauss-Kahn au moment de Maastricht, du référendum de Maastricht, il avait dit, vous le trouverez dans le petit récapitulatif fait par Chevènement, le bêtisier de Maastricht, Strauss-Kahn avait dit, si les Français votent non au traité de Maastricht, il y a des risques de guerre. C'est maintenant que nous avons tout ça. Donc moi, je ne dis pas, je n'agite pas sur la peur, je dis au contraire. Prenez conscience. Oui, et j'allais dire un petit peu, vous me permettrez, la référence est un peu audacieuse, mais c'était la référence de Jean-Paul II, justement au moment après avoir été élu pape, Jean-Paul II citant la parole du Christ, « N'ayez pas peur ». Vous savez que c'est une des phrases les plus formidables des évangiles. « N'ayez pas peur ». N'ayez pas peur. Balayez tous ceux qui veulent mettre la main sur votre futur, sur votre raisonnement, sur tout ce que vous pensez. N'ayez pas peur. Ils agissent, ils essaient de vous intimider pour leurs intérêts à eux.
Moi, je dis aux Français, n'ayez pas peur, allez vous renseigner. Moi, depuis 15 ans, je dis des choses contre mon intérêt personnel. J'ai pas touché un seul copec de qui que ce soit, sauf de nos adhérents et sympathisants. Pas un copec d'une banque. Nous avons 0 € d'endettement. Pas un copec du gouvernement ou de l'État, puisque malheureusement, nous n'avons pas eu les 50 candidats aux législatives qui auraient des passés importants, qui auraient pu nous rapporter de l'argent. Donc moi, je ne dépends que de nos adhérents et sympathisants. Que d'eux. Voilà. Et vous savez, on vit pas, c'est pas Byzance, l'UPR. Je permettrais d'ailleurs de lancer un petit appel. Si les gens trouvent que ce qu'on dit est bien, aidez-nous, je vous en supplie. Aidez-nous parce qu'on a vraiment besoin d'argent. Si on fait ça, pas seulement moi, mais les gens qui m'ont rallié, c'est parce que je crois qu'on représente, et je le dis vraiment en conscience, la quintessence de ce que devrait être un vrai parti politique. C'est-à-dire des gens qui font ça par conviction, beaucoup de bénévoles, et qui le font parce qu'ils ont le sentiment intime que notre pays, et je pèse mes mots, est en train d'être détruit. Vraiment. Il y a cette belle parole, un beau proverbe chinois qui me permettra peut-être de conclure. C'est lorsqu'un pays est en proie au chaos qu'apparaissent des responsables intègres. Voilà. Il faut que les Français aient le courage de comprendre qu'il y a des gens qui sont intègres et qui veulent faire de la politique pour les sauver du désastre. Bien sûr, ces mots, François Asselineau, merci beaucoup de ce long entretien essentiel où on a pu balayer votre travail quelque part, la qualité de vos analyses. On peut ne pas être d'accord, débattre est essentiel en politique. Je tiens à vous remercier d'être venu. Donc vous avez lancé un appel à vous soutenir, bien sûr. Je tiens aussi à remercier les auditeurs de François qui soutiennent cette information libre de manière à ce qu'on puisse débattre comme cela sur ce plateau. Voilà. Merci beaucoup François Asselineau d'être venu aujourd'hui. Je vais ajouter un mot simplement aussi, en effet, pour vous féliciter, parce que s'il n'y avait pas des médias, vous êtes traînés dans la boue, comme nous l'avons été, s'il n'y avait pas des médias comme vous, comme quelques autres qui veulent bien me recevoir, s'il n'y avait même pas Internet, et nous sommes toujours on est toujours comme l'oiseau sur la branche en espérant que YouTube va pas nous couper un jour ou l'autre notre compte du UPR TV, et je sais plus ce qui resterait, en fait. Donc vraiment, vous participez comme un certain nombre de Français à cet esprit quand même qui est comparable à l'esprit de résistance et qui s'incarne qui est la suite logique de 2000 ans d'histoire de France. On rappelle donc qu'en 1941, François a pris ses sources dans un titre qui s'appelait Défense de la France, donc c'est pour ça qu'on l'a remis sous le logo de François. Merci beaucoup. Merci Xavier. Bonne journée à tous et merci de soutenir François. C'est essentiel pour avoir cette information loyale, libre et éclairée. Et à bientôt sur cette chaîne.